Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je vous propose d'explorer un pan totalement oublié de notre imaginaire ludique. Pourtant, le caoutchouc fait partie de notre quotidien depuis bientôt 2 siècles. Des ballons, des pneus de voiture et évidemment des pouet-pouettes. Avec ses propriétés élastiques uniques en son genre, cette matière révolutionnaire est devenue tellement importante dans notre quotidien qu'il nous serait impossible de nous en passer. Des joints de votre lavabo à l'élastique de mon slip, parfois les choses ne tiennent qu'à un fil de caoutchouc. Et encore aujourd'hui, des jouets populaires comme la girafe Sophie continuent de faire perdurer un genre, le pouet-pouet. Mais le temps a presque effacé la drôle d'histoire derrière ces figurines à sifflet et autres balles rebondissantes. Car si nos générations ont grandi dans l'ère du plastique et de la chimie, les débuts de l'industrialisation ont dû se contenter de ressources existantes, bien souvent naturelles. Et le caoutchouc n'a pas toujours été aussi facile à trouver qu'aujourd'hui. Derrière le pouet-pouet s'est longtemps cachée l'une des industries les plus meurtrières de son époque. Oui, vous avez bien entendu, le sourire naïf de Sophie et son pouvoir nostalgique ne doivent pas nous faire oublier la terrible réalité qui a été celle du caoutchouc. Une histoire rarement racontée à l'origine de certains des plus grands scandales des 19e et 20e siècles. Et un grand merci à notre partenaire Hobby Genki de nous permettre d'avoir toute la liberté pour aborder des sujets pour le moins surprenants. Comme vous le savez, la boutique la plus geek d'Osaka vous propose le meilleur de la crème du jouet japonais. Non seulement vous avez droit à 5% sur votre prochaine commande avec le code ArcheoGenki05, mais pour chaque fin de semaine, il propose des week-end deals ultra avantageux. Que vous soyez un mordu de Medicom, Kotobukiya, Bandai et bien d'autres, Hobby Genki c'est l'assurance de trouver tout un tas d'exclusivités et de produits ultra rares. Et pas d'inquiétude, le site et le SAV sont entièrement dans la langue de Bernard Minet. Mais si vous parlez anglais, ils ont également une chaîne YouTube avec des reviews de produits et des arrivages. Mais trêve de réclame, revenons à nos poupons. La sève d'EVA était déjà connue des peuples d'Amérique centrale, mais il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que ce caoutchouc soit ramené en Europe. Flexible et facile à mouler, cette matière exotique est utilisée par les carrossiers pour recouvrir les essieux des charrettes, mais aussi par les bains blottiers qui fabriquent des poupées en caoutchouc dès les années 1840. Les fabricants tricolores sont alors réputés dans les capitales du monde entier et font voyager la mode parisienne. Mais ce n'est que 20 ans plus tard que M. de Roland, un industriel parisien, va ouvrir la première usine de jouets en caoutchouc à Asnières-sur-Oise. On y produit d'abord des balles, puis c'est au tour de gamme de personnages et d'animaux, peints ou non. Le public apprécie particulièrement ces jouets d'un nouveau genre, quasiment incassable, et il suffit de découper une feuille de caoutchouc pour lui donner une forme. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, à l'abri des regards occidentaux, l'exploitation du caoutchouc se fait dans des conditions proches de l'esclavage. La sève de l'EVA est une matière naturelle récoltée sur des arbres sauvages, en pleine jungle brésilienne. La mortalité chez les ouvriers est délirante, la récolte d'une tonne de caoutchouc cause en moyenne 2 décès. Entre les maladies, les animaux sauvages et l'absence totale de soins, ces larmes laiteuses ont le goût du sang. Dans les années 1880, M. de Roland voit l'arrivée d'un nouvel associé, son gendre, qui laissera son nom, Basile de Lacoste. Coup de chance pour Basile, la mainmise brésilienne sur le caoutchouc est sur le point de prendre fin. En 1876, un explorateur anglais est parvenu à dérober plusieurs dizaines de milliers de graines d'EVA et va les ramener aux jardins royaux. L'Empire britannique souhaite maîtriser ses besoins en matières premières et envoie les plants dans ses colonies. 11 jeunes pousses arrivent l'année suivante à un botaniste de Singapour, qui après les avoir acclimatés et clonés, va les proposer à des paysans de Malaisie. Aujourd'hui encore, ces 11 EVA sont à l'origine de 90% des plants cultivés, même si les croisements ont été nombreux. Au début du XXe siècle, les besoins de l'industrie automobile, notamment pour ses pneumatiques, siphonnent l'essentiel de la production. Les frères Michelin, rois du pneu tricolore, investissent en Indochine. On lance des plantations d'EVA un peu partout en Asie, mais également en Afrique. Les différents secteurs de l'industrie s'opposent dans une concurrence farouche pour récupérer la précieuse gomme. Cela n'empêche pas Basile de Lacoste de prendre la direction de l'entreprise de jouets en 1916. Il va développer des nouveaux produits à la mode, notamment les figurines creuses dotées d'un sifflet. En les pressant, on obtient un bruit, le pouet-pouet moderne était né. Les débuts sont modestes, le jouet coûte cher du fait de la rareté du caoutchouc.
Mais il se murmure que l'homme le plus ingénieux du monde est en passe de régler le problème. Henry Ford était alors à la tête d'un véritable empire, employant des milliers d'ouvriers dans de véritables temples du taylorisme. La méthode Ford est une organisation du travail mettant l'individu au service d'une chaîne, le réduisant à une série de gestes répétitifs, quasi mécaniques. Et si les bons salaires annoncés et les cités-usines font rêver les masses, Henry Ford règne sans partage sur ses troupes. Comment imaginer que celui qui a offert la première voiture populaire, la Ford T, n'hésite pas à faire appel à la mafia pour mater les fortes têtes? La vie de ses ouvriers est passée au crible et le moindre écart donne droit à des amendes. Les industries Ford consomment chaque année près de 40 000 tonnes de caoutchouc. Henry a donc toutes les raisons d'investir dans sa propre plantation. Et contrairement aux Européens, il n'a pas besoin de traverser la moitié du monde pour trouver un terrain propice, l'Amazonie est à quelques jours de route de la frontière. Quoi de plus simple ? En 1927, Ford obtient une concession de 10 000 km² dans l'état du Pará, au bord du Rio Taparos. Il va alors lancer un projet titanesque, bâtir une ville-usine entièrement dédiée au caoutchouc en plein milieu de la jungle. Ce n'était pas la première du genre, mais avec Fordlandia, Henry souhaite montrer l'exemple d'une civilisation devenue toute puissante, même dans les coins les plus reculés du monde. Il fait importer des bâtiments préfabriqués et en quelques mois on voit s'élever un hôpital, une usine et des quartiers résidentiels au milieu de nulle part. Tout est convoyé par bateau sur un trajet particulièrement difficile. Des centaines d'ouvriers locaux sont employés au défrichement, mais la malaria et les serpents déciment les équipes. Pourtant, Ford tient à ce que ses employés du bout du monde profitent des mêmes règlements que leurs homologues américains. On leur demande de quitter leur case pour vivre à l'occidental, en portant un uniforme, en pointant chaque matin pour manger des hamburgers à midi. Mais l'emplacement de la ville, terriblement mal choisi, ne convient ni aux plantations d'EVA, ni aux êtres humains. Henry Ford décide donc de planter de nouveaux arbres quelques centaines de kilomètres plus loin. Les hommes continuent de tomber comme des mouches, mais les EVA semblent apprécier un peu plus le climat et l'ensoleillement. Le monde va peu à peu oublier cette plantation perdue à l'autre bout de la Terre. Ce n'est que 20 ans plus tard, quand la Seconde Guerre mondiale coupe tout approvisionnement en provenance du Pacifique, que tout naturellement, les médias se tournent à nouveau vers Fordlandia, notamment une équipe de Walt Disney, venue en Amazonie pour tourner un documentaire. Malheureusement pour la ville, l'amélioration de la synthétisation du caoutchouc va rendre l'exploitation de l'EVA caduque. Henry Ford prend sa retraite en 1947 et mourra 3 ans plus tard. L'usine Fordlandia sera abandonnée, mais la ville existe toujours et vit aujourd'hui du tourisme. Devenu particulièrement abordable, le caoutchouc nouvelle formule va se retrouver un peu partout, offrant une matière légère, facile à nettoyer et surtout très peu coûteuse. C'est à cette époque que le poète-poète de Lacoste va vivre son âge d'or. Son usine emploie plus de 700 ouvriers sur 30 000 mètres carrés. 4 millions de jouets y sont produits chaque année, mais on y fabrique aussi des ballons sondes pour Météo France. Le plus surprenant reste l'appétit de Lacoste pour les licences, à une époque où celle-ci avait mauvaise réputation. On retrouve évidemment du Disney, mais ce sont les personnages issus du catalogue ORTF qui séduisent le plus les collectionneurs. Pimprenel et Nicolas, Kiri le clown, et évidemment Casimir. Lacoste réunit dans son catalogue toutes les grandes stars de la télévision. Mais le jouet le plus emblématique, c'est évidemment notre girafe Sophie, lancée le 25 mai 1961, jour de la Sainte Sophie. Ce n'est pas la première fois que Lacoste sortait une girafe, mais la première mesurait près de 50 cm, et ce n'était pas vraiment adapté à des petites mains d'enfant. Avec ses 18 cm, Sophie a permis à des générations entières de passer le temps dans leur berceau en apprenant la mobilité et la déglutition. Ce best-seller va amener quelques belles heures à Lacoste, mais au début des années 70, l'entreprise est en difficulté. Ne pouvant s'en sortir seule, elle intègre en 1977 le groupe Le Jouet Français. Mais les choses ne s'améliorent pas. En 81, Lacoste dépose le bilan. La marque est vendue au Savoyard Vully, et Lacoste restera à Asnières-sur-Oise jusqu'en 1993, avant que Sophie ne rejoigne les Alpes, ce qui est plutôt original pour une girafe. Au début des années 2000, Sophie va même réussir à faire une percée aux États-Unis. Elle est tout d'abord un phénomène de mode en Californie, auprès des actrices hollywoodiennes, et ce petit buzz permettra d'en vendre près de 500 000 exemplaires sur Amazon, rien qu'en 2011. Pourtant, la girafe sifflante va connaître quelques polémiques, dues à la présence de nitrosamine, des substances interdites par l'OMS, dans les tétines des biberons. Un procès plus tard, Sophie Nouvelle Formule reviendra avec un nouveau processus de moulage et des analyses de chaque lot sorti de l'usine. C'est qu'en France, Sophie est un genre de classique quasi obligatoire dès la sortie de la maternité.
En 2010, il s'est vendu 816 000 Sophie dans le pays pour 832 000 naissances. Elle est la dernière représentante des pouet-pouettes que le monde moderne a peu à peu transformé en jouets pour animaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et vous, avez-vous eu une girafe Sophie? Je parie que oui, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui fait pouet-pouet vous a plu. Je vous ai réservé quelques belles surprises pour l'été avec 1 à 2 vidéos par semaine et surtout le retour d'Archéopark. Alors cliquez sur la cloche pour ne rater aucune notification. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à ObiGenki pour son soutien. Vous avez le droit à 5% avec le code ArcheoGenki05 sur votre prochaine commande. Quant à nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.